Le 25 avril 2025 restera dans l'histoire du Mali comme une date charnière. À 5 heures du matin, la capitale Bamako s'est réveillée sous le bruit des explosions. Simultanément, des attaques coordonnées frappaient le nord et le centre du pays. Ce n'était pas une opération terroriste ordinaire, c'était une offensive militaire planifiée visant le cœur même du pouvoir. Le ministre de la Défense, Sadio Camara, l'homme fort du régime, a été tué dans l'attaque de sa résidence. Une voiture piégée a détruit son domicile à Kati, la garnison militaire qui contrôle le pays depuis le coup d'État de 2020. Sa femme est également décédée dans l'explosion. Au même moment, dans le nord, la ville stratégique de Kidal tombait aux mains des combattants touaregs. L'aéroport de Bamako a été encerclé. Les ambassades américaines et britanniques ont ordonné à leurs ressortissants de ne pas sortir. En quelques heures, le régime militaire pro-russe du Mali a perdu son architecte principal et le symbole de sa reconquête territoriale. Cet événement n'est pas un accident. Il révèle les failles structurelles d'un modèle sécuritaire qui a fait le pari de Moscou contre Paris. Aujourd'hui, nous analysons ce que cette journée dit de l'avenir du Sahel. Pour comprendre le 25 avril, il faut remonter à août 2020. Ce mois-là, un groupe d'officiers maliens renversait le président Ibrahim Boubacar Keïta. À leur tête, le colonel Assimi Goïta et son bras droit, Sadio Camara. Ce coup d'État n'était pas le premier au Mali, c'était le 4e depuis l'indépendance de 1960. Mais celui-ci allait transformer radicalement la posture géopolitique du pays. La junte militaire a d'abord négocié avec la communauté internationale. Elle a promis une transition démocratique, puis elle a durci le ton. En 2022, les relations avec la France se sont effondrées. Paris maintenait une présence militaire au Mali depuis 2013 dans le cadre de l'opération Barkhane. Officiellement, il s'agissait de lutter contre les groupes djihadistes qui menaçaient l'État malien. En réalité, cette présence était devenu un irritant politique majeur. La population malienne percevait les soldats français comme une force d'occupation. Les résultats militaires étaient jugés insuffisants malgré 9 années d'engagement. La junte a exploité ce ressentiment. En février 2022, elle a exigé le départ des forces françaises. Paris a obtempéré. Les derniers soldats français ont quitté le Mali en août 2022. Dans le même temps, Bamako se tournait vers Moscou. Le groupe Wagner, la société militaire privée russe, déployait ses mercenaires sur le territoire malien. Les chiffres exacts restent disputés. Les estimations varient entre 1000 et 2000 hommes. Sadio Camara était l'artisan de ce rapprochement. Formé en Russie, en amont, il entretenait des liens étroits avec les cercles militaires de Moscou. Il avait négocié les contrats d'armement. Il supervisait la coopération opérationnelle avec Wagner. Pour le Kremlin, le Mali représentait une tête de pont en Afrique de l'Ouest, une vitrine de son influence retrouvée sur le continent. Pour la junte malienne, la Russie offrait un partenaire moins regardant sur les droits humains, un fournisseur d'armes sans conditions politiques, un allié qui ne parlait pas de calendrier électoral. Cette stratégie semblait fonctionner. En 2023, l'armée malienne, appuyée par Wagner, reprenait Kidal. Cette ville du Nord, bastion historique des Touaregs, échappait au contrôle de Bamako depuis 2012. Sa reconquête était présentée comme un triomphe, la preuve que le choix russe portait ses fruits. Mais cette victoire masquait des fragilités profondes. L'armée malienne restait dépendante de l'appui russe pour ses opérations. Les groupes djihadistes n'avaient pas été éradiqués. Ils s'étaient repliés, réorganisés, adaptés. Et les Touaregs du mouvement Azawad n'avaient pas renoncé à leurs revendications autonomistes. L'offensive du 25 avril révèle 3 failles majeures dans le dispositif sécuritaire malien. La première faille est opérationnelle. Malgré la présence russe, l'armée malienne n'a pas réussi à sécuriser sa propre capitale. L'aéroport international de Bamako a été encerclé pendant plusieurs heures. La base militaire de Kati, centre névralgique du pouvoir, a été directement attaquée. Le ministre de la Défense lui-même n'était pas protégé contre une attaque suicide. Cela pose une question fondamentale sur l'efficacité réelle du partenariat avec Wagner. Les mercenaires russes excellent dans les opérations offensives en zone rurale. Ils sont moins performants dans le renseignement et la protection rapprochée. Or, c'est précisément ce dont un régime menacé a besoin. La deuxième faille est politique. L'attaque a impliqué une coalition inhabituelle. D'un côté, le groupe de soutien à l'islam et aux
musulmans affiliés à Al-Qaïda, de l'autre les combattants touaregs du cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad. Ces deux mouvements ont des objectifs contradictoires. Les premiers veulent instaurer un califat, les seconds revendiquent l'autonomie ou l'indépendance du nord malien. Leur alliance tactique contre Bamako est un signal d'alarme. Elle indique que le régime militaire a réussi à unifier ses opposants contre lui. La répression indiscriminée des populations du nord a poussé les Touaregs vers une convergence avec les djihadistes. C'est exactement l'inverse de ce qu'une stratégie contre-insurrectionnelle efficace devrait produire. La troisième faille est structurelle. Elle concerne la nature même du pouvoir à Bamako. Le régime issu du coup d'État de 2020 reposait sur un triumvirat. Assimi Goïta à la présidence, Sadio Camara à la défense, Malik Diaw à la tête de l'organe législatif de transition. Avec la mort de Camara, ce triumvirat est décapité. Camara n'était pas seulement ministre de la Défense, il était le gestionnaire quotidien des relations avec Moscou. Il contrôlait les flux financiers liés au contrat russe. Il arbitrait les tensions internes à l'armée. Sa disparition crée un vide que personne ne peut combler immédiatement. Goïta lui-même n'a pas le même réseau à Moscou. Les autres généraux n'ont pas la même légitimité auprès des troupes. Cette situation ouvre une période d'incertitude dangereuse. Les coups d'État militaires génèrent souvent des contre-coups d'État. Quand l'homme fort disparaît, la compétition pour sa succession peut fragmenter l'institution militaire. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso en 2022, quand le capitaine Traoré a renversé le lieutenant-colonel Damiba 8 mois après son propre coup d'État. Au-delà du Mali, cette offensive interroge le modèle Wagner dans son ensemble. La Russie a vendu aux régimes africains une solution clé en main, des mercenaires, des armes, un soutien diplomatique au Conseil de sécurité de l'ONU, en échange des concessions minières et un alignement géopolitique. Ce modèle montrait déjà des limites en République centrafricaine. Il vient de subir un test sévère au Mali. Les mercenaires russes ne peuvent pas remplacer un État fonctionnel. Ils peuvent gagner des batailles, ils ne peuvent pas gagner la paix, ils ne savent pas construire des routes, des écoles, des hôpitaux, ils ne savent pas négocier avec les communautés locales. Or, c'est précisément ce dont le Sahel a besoin. La victoire militaire à Kidal en 2023 n'a pas été suivie d'un effort de stabilisation. Les populations touaregs n'ont pas été intégrées, elles ont été réprimées. Le résultat était prévisible. 18 mois plus tard, Kidal est retombé. Les événements du 25 avril redessinent les équilibres régionaux au Sahel. Plusieurs acteurs observent la situation avec des intérêts divergents. La Russie d'abord. Moscou a investi massivement dans son partenariat avec Bamako. La mort de Sadio Camara représente une perte considérable. C'était son interlocuteur privilégié, son relais au sein du pouvoir malien. Le Kremlin va devoir reconstruire ses réseaux d'influence. Cela prendra du temps. En attendant, la position russe au Mali est fragilisée. Des sources locales rapportent que des éléments de Wagner auraient quitté certaines positions dans le nord. Si cette information se confirme, elle indiquerait un repli tactique significatif. La France ensuite, Paris observe la situation avec un mélange de prudence et de satisfaction discrète. Le régime qui l'a humilié en 2022 est en difficulté, mais la France ne peut pas exploiter cette faiblesse ouvertement. Toute tentative de retour serait perçue comme néocoloniale. Elle aggraverait le ressentiment anti-français qui reste puissant dans la population malienne. La junte malienne accuse d'ailleurs Paris de soutenir les groupes armés. Cette accusation n'est pas étayée par des preuves publiques, mais elle révèle la profondeur de la méfiance. Pour la France, la meilleure stratégie reste l'attentisme. Laisser le temps démontrer les limites du choix russe. La Turquie représente le troisième acteur à surveiller. Ankara développe depuis plusieurs années une présence en Afrique de l'Ouest. Vente de drones Bayraktar, formation de militaires, investissements économiques. Le général malien a lui-même confirmé que son armée avait acheté des drones turcs avec ses propres ressources, pas via la France ou les États-Unis. La Turquie offre une alternative au dilemme franco-russe, un partenaire musulman, non occidental mais membre de l'OTAN, un fournisseur d'armes performantes, bien sans les bagages coloniaux de Paris ni l'isolement international de Moscou. Si le régime malien survit à cette crise, il pourrait chercher à diversifier ses partenariats. Ankara serait bien placé pour en bénéficier. L'Algérie
L'Algérie constitue un quatrième acteur crucial. Alger partage une longue frontière avec le Mali. Elle abrite une importante population touareg. Elle a historiquement joué un rôle de médiateur dans les conflits du nord malien. L'accord d'Alger de 2015, signé entre Bamako et les groupes armés du Nord, portait sa marque. Cet accord est aujourd'hui lettre morte. La junte malienne l'a dénoncé en janvier 2024. Cette décision a contribué à radicaliser les mouvements touaregs. L'Algérie voit avec inquiétude l'instabilité malienne. Elle craint des flux de réfugiés. Elle craint une contagion djihadiste. Elle craint aussi une influence russe à ses frontières. Alger et Moscou entretiennent des relations cordiales mais ambiguës. Une déstabilisation prolongée du Mali pourrait pousser l'Algérie à intervenir plus directement. Enfin, les populations civiles maliennes constituent l'enjeu le plus fondamental. Depuis 2012, le Mali vit dans un état de guerre permanente. Les déplacés internes se comptent par centaines de milliers. L'économie est exsangue. Les services publics se sont effondrés hors de Bamako. Quel que soit le vainqueur de cette nouvelle phase du conflit, ce sont les civils qui payent le prix le plus lourd. Les discours sur la souveraineté et l'indépendance sonnent creux quand l'État ne peut pas protéger ses propres citoyens. Le 25 avril 2025 marque un tournant pour le Mali et pour le Sahel. La mort de Sadio Camara n'est pas seulement la disparition d'un homme, c'est l'effondrement d'une stratégie. Depuis 2022, le régime malien a fait le pari du tout militaire, rupture avec la France, alliance avec la Russie, répression des dissidences, rejet des médiations régionales. Ce pari vient de se fracasser sur la réalité. L'armée malienne, malgré l'appui russe, n'a pas sécurisé le territoire. Elle n'a pas gagné les cœurs et les esprits. Elle a unifié ses ennemis contre elle. La chute de Kidal, 18 mois après sa reconquête triomphale, symbolise cet échec. Les prochaines semaines seront décisives. Le président Goïta va devoir reconsolider son pouvoir, trouver un successeur à Camara, rassurer Moscou, contenir les offensives dans le nord, ce sera difficile. Les lignes de fracture au sein de l'armée pourraient s'élargir. Un nouveau coup d'État n'est pas à exclure. Au-delà du Mali, cette crise pose une question plus large. Les États du Sahel peuvent-ils construire leur souveraineté en changeant simplement de tuteur extérieur? Remplacer Paris par Moscou résout-il les problèmes structurels de ces pays? La réponse ce 25 avril semble négative. La souveraineté ne se décrète pas, elle se construit par des institutions, par une économie, par un contrat social entre l'État et ses citoyens. Aucun partenaire extérieur, qu'il soit français, russe ou turc, ne peut offrir cela. La question que je vous pose est celle-ci. Le modèle de transition militaire au Sahel, avec ses putschs en série et ses alliances opportunistes, peut-il déboucher sur autre chose que l'instabilité permanente? Si cette analyse vous a interpellé, abonnez-vous à Voix interdite. Chaque jour, nous décryptons les sujets qu'on vous cache. À demain